du Zénith. Notre nation, je suis venu vous parler d'espoir. Vous le savez bien, un pays, ce n'est pas rien dans la vie d'une femme, dans la vie d'un homme, dans la vie d'un enfant, parce qu'on peut être heureux ou malheureux de son pays. On peut être aidé par son pays, ou on peut soi-même l'aider. Un pays, ce n'est pas rien dans une vie. Et permettez-moi de vous le dire ce soir, devant vous qui êtes venus si nombreux et si chaleureux et si engagés. Permettez-moi de vous le dire, un pays, ce n'est pas rien, ce pays, ce n'est pas rien dans ma vie. Je dois beaucoup à mon pays. J'ai été ce qu'on appelait autrefois un boursier de la République. Je suis né, et j'en suis très fier, dans un milieu où l'on trimait de 6 heures du matin réellement, à 8 ou 9 heures du soir réellement, et les vacances étaient inconnues. Et cela pour gagner rien que le juste nécessaire. Le premier argent conséquent que mon père mit de côté dans sa vie, ce fut l'argent de son assurance vie le jour où il fut emporté dans un accident du travail. Ce qui prouve que si on avait du mal à vivre de son travail, on arrivait assez bien à en mourir, en tout cas lui. Et tous ceux qui vivaient, qui faisaient leur vie dans ce travail, c'était au bout du compte, et vous en connaissez beaucoup, pour se retrouver au bout de leur vie avec des retraites de misère. La dernière retraite de ma mère avant qu'elle ne s'en aille était de 668 € par mois. C'est dire que quand j'entends les retraités agricoles, les retraités de l'artisanat, du commerce, pour moi ce ne sont pas des dossiers, ce sont des visages. C'est dire aussi que j'entends, lorsque le redressement sera engagé, que la mise à niveau des petites retraites soit la première à bénéficier des nouvelles conditions matérielles du pays. Alors la France, la République, a pris par la main le petit garçon ardent que j'étais. Comme à tant d'autres, elle m'a permis de faire le chemin des boursiers, le latin, le grec, suffisamment de mathématiques et d'histoire, et puis la langue française, dont je suis tombé amoureux dès les premières pages des premiers livres. La République m'a proposé de passer l'agrégation, c'est-à-dire d'accéder par un concours national à cette forme de reconnaissance et de liberté. Et puis, la République m'a fait un deuxième et fantastique cadeau. Elle m'a permis de lui consacrer ma vie. Je l'ai servi comme professeur, je l'ai servi comme élu local, je l'ai servi comme élu national, je l'ai servi comme député, je l'ai servi comme ministre, je l'ai servi comme militant. Au fond, je l'ai servi comme amoureux, parce que on peut tomber amoureux d'un idéal et la République est un idéal. Je l'ai servi assez souvent comme rebelle, car on peut servir en refusant de se ranger, en combattant
parfois seul contre tous, dans tous les combats où se jouait une certaine idée de l'État républicain, en combattant la privatisation des autoroutes, en combattant les dérives de l'affaire Tapie, par exemple, en prévenant, souvent seul contre tous, du mur de la dette, en défendant le pluralisme, chaque fois qu'on a voulu le faire disparaître dans notre pays, en tenant bon, et en tenant bon au long de ces années, sans jamais céder, je me suis fait un serment, ni aux miens, ni à notre peuple, je ne mentirai, quelle que soit la démagogie ambiante, parce que c'est la démagogie qui détruit la démocratie et la liberté. Partir de la vérité pour gouverner un peuple, cela a si rarement été fait. Gouverner à partir de la vérité. Pierre Mendès France l'a voulu. Valéry Giscard d'Estaing l'a voulu. Raymond Barre l'a voulu. Michel Rocard l'a voulu. Jacques Delors l'a voulu pour faire la France aussi bien que pour faire l'Europe. Ces hommes-là, hommes de vérité, pour moi, ils appartiennent à la même famille politique, même si les institutions et les aléas des lois électorales les ont séparés. Je leur rends hommage tous ensemble, serviteurs de la vérité. Mais il y a une grande différence entre leur temps et le nôtre. Cette fois pour la République, cette fois en 2012, la vérité pour notre pays, c'est une obligation vitale, une question de vie ou de mort. Et je dis la République, je pourrais de la même manière dire la France ou dire la nation, parce que pour moi, France et République, République et nation, au fond, c'est la même chose. Ce qu'on appelle République, ce ne sont pas des institutions. Ce qu'on appelle République, c'est un idéal qui fait la France, qui fait notre nation et qui le fait vivre depuis 220 ans. Et vous le sentez bien. Et vous le sentez bien aujourd'hui, cet idéal républicain, il est ébranlé. Chez chaque jeune fille ou jeune garçon qui en est à sa 100e ou 200e lettre de candidature, diplôme ou pas diplôme, et qui chaque fois reçoit la même formule de refus toute faite, préimprimée, c'est la République qui est en souffrance. Quand s'accroît sans cesse le nombre des familles dont les fins de mois commencent en fait le 15 du mois, parce que le pays s'appauvrit, c'est la République qui est malmenée. Quand les jeunes Français, et qu'ils sont nombreux ce soir, quand les jeunes Français comprennent brusquement que la dette de leurs aînés, finalement, ce sera leur dette, qu'ils vont recevoir en héritage le passif le plus lourd de notre histoire, eh bien c'est la République qui est maltraitée. Quand d'une génération à l'autre, on transmet non plus un patrimoine intact,
mais un patrimoine menacé. Et quand il s'agit tout particulièrement de notre patrimoine naturel, de terre ou d'air ou d'eau, notre patrimoine d'espèces vivantes, au fond notre patrimoine de vie, quand tout cela est menacé par l'activité humaine qui ne sait pas se réguler, alors la République, dans la transmission entre générations, ne se reconnaît plus. Et quand l'école ne peut plus transmettre, quand les enfants sont en échec, quand il n'est plus de chance pour un enfant de pauvre de forcer la porte de l'ascenseur social, c'est la République qui est trahie. Et pour les 2 paragraphes qui viennent, je voudrais que nous fassions tous ensemble, en même temps que je parlerai, une pensée en silence. Et quand à Toulouse ou à Montauban, un assassin désaxé, dont on apprend après qu'il était repéré par tous les services, identifié et sur la liste noire des services de renseignement américains, quand ce désaxé peut se constituer un arsenal d'armes de guerre, s'entraîner, commettre ces meurtres les plus horribles de ces dernières années, sans que nul ne soit en alerte, alors la République a des questions à se poser. Et sans aller jusqu'à ce terrorisme-là, quand la violence et l'intolérance montent dans toutes les couches de la société, que les appels à la haine tournent sur Internet, alors la République, si elle ne se pose pas de questions, elle ne fait pas son devoir. Et lorsque devant le chômage, devant les déficits, devant l'appauvrissement du pays, devant l'intégration manquée, la vie politique refuse de regarder en face les questions les plus graves de son temps, ruse avec les demi-mensonges et les demi-vérités, multiplie les promesses fallacieuses et les polémiques partisanes, alors la République est désertée par ceux qui devraient la défendre. Et lorsque devant toutes ces questions, tout le monde croit qu'il s'agit au fond d'une fatalité et qu'il n'y a rien à faire ou pas grand-chose à faire, et plus personne en qui croire, et que chacun baisse les bras, se résigne à ne plus agir, alors c'est la République qui est abandonnée. Je suis venu vous dire que je ne laisserai pas continuer cette dégradation. Aujourd'hui, en ce printemps 2012, un choix décisif, un choix au sens propre du mot vital, est en suspens dans notre pays. Je suis venu vous parler de ce choix et de l'espoir qu'il porte. Je suis venu vous parler de cet espoir-là, d'un espoir en dur, d'un espoir solide, pas d'un espoir qui ment. Depuis 15, 20 et 30 ans, les deux mêmes partis, l'UMP et le PS, dominent le pouvoir en France. Depuis 15, 20 et 30 ans, c'est eux qui nous ont conduits là où nous sommes. Et il n'y a pas d'espoir du côté de chez eux. Depuis 15, 20 et 30 ans, ils ont endormi le peuple français en refusant de regarder en face la réalité de notre situation. Il n'y a pas d'espoir du côté de chez eux. Depuis 15, 20 ou 30 ans, ils nous ont conduits, un pas en avant, un pas en arrière, sur le chemin d'un déclin toujours plus rapide, faute d'y voir clair, faute d'avoir prévu avant de gouverner, faute de définir la route à suivre. Il n'y a pas d'espoir chez eux.
Mais il y a un espoir. Mais il y a un espoir si nous prenons tous ensemble, comme citoyens, comme peuple souverain, la décision de nous redresser, la décision de regarder les yeux dans les yeux les défis qui sont devant nous, la décision de relever ces défis. Là est le vrai espoir. C'est le choix de la lucidité, c'est le choix du courage, c'est le choix du combat, lucidité et courage et combat. Et ceci est nouveau, c'est cet espoir lucide, réaliste, courageux, offensif que je propose à notre pays. Bien sûr, les habitués du pouvoir en ont peur. Mais pour garantir l'avenir de ses enfants, le peuple, lui, n'a pas peur. Le peuple, en vérité, attend qu'on lui montre ce chemin. Je propose à la France, à notre pays, à notre peuple, le seul chemin qui lui permette de se reconstruire dans l'optimisme, dans l'envie de vivre, dans le sens du travail bien fait, après des années de travail bâclé, de renoncement déguisé en facilité, d'erreurs et de fautes. Je lui propose de marcher ensemble. Alors je connais bien devant la situation de la France. J'entends si souvent les excuses des responsables successifs. Ils nous disent « Nous ne sommes pas réellement responsables ». Ils nous disent « La crise vient d'ailleurs ». Pour eux, alors vous reconnaîtrez les différents intervenants, pour eux la crise vient des banques, du capitalisme international, de la finance sans visage, ou de l'Europe, ou de l'euro, ou de l'immigration. Eh bien, toutes ces explications, tous ces faux-semblants, je les récuse. Je viens devant vous avec un message franc. Je viens devant vous avec un message franc, rude peut-être, mais le plus grand message d'optimisme que l'on puisse proposer au peuple français. Je viens devant nous avec ce message. La crise, pour l'essentiel, elle ne vient pas d'ailleurs, elle ne vient pas de responsables lointains. La crise, pour l'essentiel, elle vient de chez nous, ce qui a nourri la crise. Ce qui a nourri la crise, c'est une série de mauvaises décisions, de mauvaises orientations, suivant toute la même pente, la pente de la facilité et la pente du renoncement. Parce que, si vous y réfléchissez, rien dans la situation de notre école française ne nous a été imposé de l'extérieur. Rien dans notre dette n'a été signé par d'autres. Rien dans nos blocages sociaux ne nous a été imposé. Par exemple, c'est nous-mêmes et personne d'autre qui avons décidé librement et si dangereusement de soumettre uniformément tous les salariés aux 35 heures. Ça n'est pas venu de l'extérieur, c'est venu de chez nous.
Et ce n'est personne d'autre que nous-mêmes qui avons décidé de notre urbanisme aberrant, de nos banlieues, de nos quartiers, de nos ghettos. C'est nous-mêmes qui l'avons décidé. C'est de nos responsables successifs qu'est venue cette faute. Et ce n'est pas d'autre que nous-mêmes qui avons renoncé ou laissé renoncer à l'essentiel des productions qui sont nécessaires pour notre marché intérieur aussi bien que pour l'exportation. Eh bien, regardez tout cela en face, affirmer que ce n'est pas la faute des autres, mais notre responsabilité, ou plutôt la responsabilité des dirigeants successifs de notre pays. Dire cela, ce n'est pas un constat sévère. En réalité, si nous y réfléchissions, c'est une formidable nouvelle, parce que c'est la matière même de notre espoir, parce que si les fautes et les erreurs viennent bien de chez nous, si ce sont les fautes des politiques qui se sont succédés au pouvoir depuis 2 décennies, alors, et c'est cela la bonne nouvelle, nous pouvons les corriger, nous pouvons reprendre le bon chemin après nous être si souvent trompés. Et alors je dis aux Français par votre intermédiaire, ça dépend de nous et ça ne dépend que de nous. Ça dépend de notre volonté, ça dépend de notre courage, ça dépend de notre décision de citoyen. Voilà ce que je vous propose. Voilà ce que je propose à la France dans ce choix d'espoir. Puisque cela ne dépend que de notre volonté, alors nous allons le faire, seuls, sans attendre, parce que nous sommes un grand peuple qui a besoin de se redresser, qui a besoin de se relever, qui a besoin de reprendre le chemin, qui a besoin qu'on le respecte, qui a besoin de croire dans l'avenir de ses enfants. Les engagements que je prends devant vous, ils sont précis, ils sont volontaires, ils sont solides. Ils répondent précisément à la définition du général de Gaulle qui disait « Ce sont des choix clairs, ce sont des choix cohérents, ce sont des choix qui obéissent à l'intérêt national et non à la dernière pression subie, à la dernière mode qui court dans les journaux. Ce sont de vrais choix, ce n'est pas du sable qui coule entre les doigts. » Tout ce qu'il faut faire pour que notre pays se redresse, pour que les jeunes de notre pays retrouvent confiance dans leur avenir et dans l'avenir de la nation. Tout ce qu'il faut faire, nous allons le faire. Et reconstruire la République, en particulier pour les jeunes qui s'exprimaient chaleureusement à l'instant. Reconstruire la République, c'est d'abord reconstruire son indépendance, sa capacité à agir, ses marges de manœuvre,
pour qu'on puisse décider des investissements nouveaux, retrouver un jour le chemin de l'avenir sans les contraintes qui écrasent aujourd'hui notre volonté et notre capacité de choix. Je commence par le plus urgent. Nous allons sortir la France du surendettement, comme les familles surendettées. Comme les familles surendettées ont besoin de sortir du surendettement, notre nation, elle aussi, a besoin de retrouver indépendance et fierté. J'ai déposé entre vos mains un plan réaliste et ambitieux de retour à l'équilibre des finances publiques, à la suppression des déficits en 3 ans. Ce plan, son idée directrice, est exactement la même que celle qui est mise en lumière dans le récent rapport de la Cour des comptes. Pas de progression de la dépense publique dans les 2 ans qui viennent. Et, en contrepartie, 50 milliards de prélèvements raisonnés, avec un abaissement des niches fiscales, 1 point de TVA, de nouvelles tranches d'impôt sur le revenu. Ainsi, en 3 années budgétaires, pour la première fois depuis 35 ans, la France ne sera plus en déficit. Et nous faisons cela je vous demande de le vérifier. Nous faisons cela en prévoyant une croissance réaliste, pas une croissance fantaisiste, de vraies prévisions, pas de fausses prévisions. Et avec une réforme fiscale réfléchie, pas une réforme fiscale excessive. La tranche marginale limitée à 50% et pas, comme on l'entend ici ou là, à 85%. Parce que je ne veux pas qu'on affiche à la porte de la France « interdit de réussir ». Vous me connaissez assez pour savoir que je ne suis pas de ceux qui croient que la réussite est nécessairement matérielle. Et je ne suis même pas de ceux qui croient que la réussite soit principalement matérielle. Mais dans un pays comme le nôtre, nous avons besoin de ceux qui le croient, qui ont en eux la volonté acharnée de réussir, de se faire une situation, ceux qui veulent devenir des entrepreneurs, des chercheurs, des artistes, des sportifs, des créateurs de toute nature, qui ont à l'esprit ceux qui ont à l'esprit qu'au terme de leur travail, de leur audace, de leur risque, ils pourront entrer dans le club fermé du succès qu'ils ambitionnent. J'ai toujours pensé que c'était un des principaux atouts de la société américaine, du rêve américain, que cette idée que la réussite s'offre à tous, que personne n'est barré. Eh bien, devant cette réussite-là, je veux qu'en France, personne ne soit barré. Et je veux qu'il y ait dans la société française de la mobilité et pas de l'immobilisme. Parce que avec les 85% que propose François Hollande, c'est simple. Réfléchissons simplement ensemble. Avec les 85% qu'on propose, on sait aujourd'hui
Qui seront les riches de demain? Les riches de demain, ce seront les fils de riches d'aujourd'hui. Tout le monde sera dans sa case. Personne ne pourra bouger. L'ascenseur social, même l'ascenseur de la réussite matérielle, sera en panne. Et personne, donc, ne pourra entrer dans le club de ce succès. Aucun créateur de start-up, aucun découvreur de vaccins, aucun chanteur ou artiste ou créateur ou sportif français. Et donc, je veux et je défends une société de la mobilité dans laquelle chacun puisse rêver de sa réussite. Alors, sortir du surendettement, c'est exigeant, mais c'est possible. Et donc, comme tous les grands pays qui ont relevé ce défi, par exemple comme la Suède ou le Canada, nous allons le faire comme cela aurait dû être fait depuis longtemps. Et je veux reconstruire, deuxième chapitre de ces engagements, chapitre que j'ai installé au cœur de la campagne électorale, dont les autres se sont approchés comme des papillons, des phalènes qui viennent voir les lampes et qui s'en vont. Je veux reconstruire le produire en France et je ferai de la production dans notre pays. Je ferai de la production dans notre pays une volonté nationale. Parce que la production, c'est l'emploi et c'est l'enrichissement du pays. La production, ce sont les salaires. Et je veux dire en passant que pour moi, la feuille de paie n'est pas l'ennemi de l'emploi. Je ne suis pas pour qu'on abaisse perpétuellement les salaires français. Je suis pour qu'on constate que si les salaires allemands restent plus élevés que les nôtres, si les salaires suisses sont bien plus élevés que les salaires français, cependant nos voisins produisent, exportent et créent de l'emploi au point que dans certaines de ces régions, le chômage a quasiment disparu. Ils sont dans la même monnaie que nous, s'agissant des Allemands. Ils sont dans la même zone que nous. Ils ont un modèle social proche du nôtre. Et ils exportent, ils produisent et ils créent de l'emploi. Eh bien, ce que font nos voisins, nous allons le faire. J'ai défendu J'ai défendu les salaires devant vous. Parce que les salaires, ça n'est pas seulement la ressource des familles. Les salaires, par l'intermédiaire des charges sociales, par la CSG, par les impôts, par la consommation, c'est la totalité du financement, ou la presque totalité, du financement de la santé, des retraites, des allocations familiales, des services publics, de l'éducation, de l'université, de la sécurité et de la justice dans notre pays. Tout cela vient des richesses que nous créons et des emplois qui portent salaire. Et moi qui suis européen, qui suis un Européen de conviction, qui suis un Européen engagé, moi qui suis européen, je dis, bien sûr que c'est en France qu'il faut que nous nous préoccupions de produire, parce que chaque euro dépensé en social ou en service public, d'une manière ou d'une autre, c'est de là qu'il vient. Laisser partir la production, c'est l'effondrement du modèle social et républicain français.
Moi qui veux sauver le modèle social, je serai le défenseur de toutes les productions industrielles, agricoles, artisanales, culturelles, artistiques, numériques, touristiques. N'oubliez pas le tourisme. Et je soutiendrai ceux qui seront obsédés de vendre à l'intérieur et à l'extérieur, de comprendre les marchés nouveaux, d'innover pour les saisir et de soutenir l'image de marque de tous les produits français. Je porterai donc la mobilisation des entreprises, la mobilisation des financeurs, la mobilisation des collectivités locales, la mobilisation de l'État et je porterai ou j'appellerai à la mobilisation des salariés. Et c'est pourquoi j'ouvrirai la voie à une rénovation profonde du dialogue social. Parce que le dialogue social le plus ouvert, c'est l'intérêt de l'entreprise, c'est l'intérêt de la France. J'imposerai donc l'idée que l'entreprise n'appartient pas seulement à ses actionnaires, elle appartient aussi à ses salariés, elle appartient aussi à ceux qui lui donnent leur force de travail. Je ferai voter une loi nouvelle. Je ferai voter une loi nouvelle qui fera entrer les représentants des salariés avec droit de vote au conseil d'administration des entreprises de plus de 500 salariés. Et même, je proposerai que les représentants des salariés entrent au comité de rémunération des dirigeants pour mettre un terme en même temps à la folie des salaires indécents et à la distance inacceptable entre les plus bas salaires et les plus hauts salaires de l'entreprise. Et cela voudra dire une chose toute simple. Cela voudra dire une chose toute simple. C'est que quand un dirigeant sera augmenté, c'est qu'il le méritera aussi aux yeux des salariés. Et les salariés profiteront donc aussi de la croissance des entreprises. Je défendrai cette haute idée du dialogue social. Parce que ma conception de la République, ce n'est pas la guerre aux corps intermédiaires comme elle a récemment été déclarée. Ma conception de la République, c'est le contraire. C'est la défense et la promotion. La défense et la promotion des corps intermédiaires dans notre pays, des syndicats et des associations. Parce que ceux qui combattent les corps intermédiaires, ce sont ceux qui redoutent le peuple et le veulent diviser pour mieux régner. Je veux le dire devant vous. J'aime au contraire le peuple qui est libre, qui sait se réunir et s'organiser, qui sait entreprendre sans avoir besoin de la permission du pouvoir politique et sans être sous le contrôle du pouvoir politique. Et parce que j'aime le peuple libre, je rends hommage à tous ceux, ils sont 16 millions en France, à tous ceux qui font vivre les associations de la loi de 1901, qui est pour moi une des plus grandes lois de la République. Et j'affirme donc devant vous, en aimant la liberté et la diversité du peuple, j'affirme que la diversité est non pas une faiblesse, mais une force,
Et c'est pourquoi je défendrai les cultures et les traditions régionales et locales. Je ferai adopter par la France la charte des langues et cultures régionales qui sont pour notre pays une partie de son trésor national. Et je le dis au passage, je protégerai donc le droit local issu de l'histoire et d'une longue et douloureuse histoire en Alsace et en Moselle. Je ferai respecter la diversité dans notre pays sous toutes ses formes, en particulier en défendant le pluralisme en politique, et c'est pourquoi une loi électorale juste permettra à l'Assemblée nationale la représentation de toutes les minorités pourvu qu'elles franchissent le seuil de 5% des voix. Je serai le président qui portera la confiance et l'exigence pour l'école. Je conduirai donc, en tant que président de la République, la réflexion sur la refondation de l'école de France. Je la conduirai dès le mois de juillet, en un Grenelle de l'éducation. Et pour une fois, le Grenelle sera exactement placé là où il faut, rue de Grenelle. Devant tous les partenaires de la rénovation de l'école, qui auront tous à s'exprimer, y compris les enseignants, comme on dit, de base. À qui l'on demandera leur avis et qui savent que j'en tiendrai compte, parce que dans notre histoire commune, ils savent que c'est ainsi que j'ai pratiqué lorsque j'ai eu la chance et la charge d'être ministre de l'Éducation nationale. Je défendrai donc les principes suivants. Je demanderai de concentrer sur la langue française, sur la lecture, l'écriture et le calcul, la moitié au moins du temps scolaire à l'école primaire. J'exigerai que tout élève entrant en sixième soit assuré de la lecture et s'il ne l'est pas, il recevra immédiatement, instantanément, une formation adaptée en vue du retour le plus rapide possible dans le cursus normal des études secondaires. Sans la lecture, impossible de suivre. Je demanderai que l'on simplifie les programmes pour pouvoir les approfondir dans un délai d'1 année et en liaison avec les enseignants. Je demanderai que l'histoire retrouve sa place en terminale scientifique. Et je demanderai, toujours s'agissant de l'histoire, que la chronologie soit consacrée et ait sa place à tous les degrés de l'école, des petites classes jusqu'à la fin de l'enseignement secondaire. Je demanderai que le niveau du baccalauréat ne soit plus défini en fonction des pourcentages de réussite que l'on souhaite, mais en fonction des connaissances nécessaires à la fin d'études secondaires et à l'entrée dans l'enseignement supérieur. Et ces connaissances, je demanderai
qu'elle soit simple mais maîtrisée. Je garantirai la protection effective des moyens de l'éducation nationale. Je ne crois pas une minute au sort net sur les 60 000 postes annoncés par le PS. Mais un effort continu doit garantir les moyens actuels sur le long terme. Je fixerai comme objectif devant les Français et je leur rendrai compte régulièrement du respect de cet objectif, que l'école française retrouve en 5 années son rang dans les 10 premières écoles du monde par ses résultats en compréhension de l'écrit, en calcul et en lutte effective contre les inégalités scolaires. Je demanderai que pas un emploi du temps d'élève ne dépasse plus 28 heures par semaine au collège et au lycée. Et les heures ainsi dégagées pourront être réutilisées pour le plus grand profit des élèves. Je considérerai le monde de l'éducation, de la maternelle au Collège de France, comme la chance la plus importante pour l'avenir de notre pays, et je le traiterai comme tel, en partenaire estimé. Et comme président, et donc comme président de la République, je prendrai la défense de la profession la plus attaquée, la plus décriée, la plus injustement ciblée. Je prendrai la défense du monde enseignant. Je rappellerai que pas un de ceux qui se livrent à ces perpétuelles insinuations sur le temps de travail des enseignants, pas un de ceux-là ne tiendrait 4 heures sans être exténué devant une classe de 4e moyenne dans un collège moyen. Et pas un de ceux-là ne pourrait supporter sans récriminer l'addition des préparations, corrections, conseils, carnets d'évaluation, réunions parents-profs, réunions de concertation de toute nature qui sont le lot quotidien des enseignants français. Je veux rappeler devant vous que l'avenir de nos enfants, ce n'est pas seulement l'école, c'est aussi l'exigence environnementale. Et le devoir absolu des responsables d'aujourd'hui est de protéger notre terre, le sol, l'air et l'eau. Et là aussi, nous avons perdu 20 précieuses années, des années où la vie politique a été ballottée entre indifférence affairée et négligence coupable. Vous aurez remarqué comme ce sujet de l'environnement a disparu, ou pour être plus exact, n'est jamais apparu dans cette campagne électorale. Le développement durable a été oublié, sacrifié sans doute sur l'autel de la crise, des intérêts économiques et des enjeux de court terme. Eh bien, je serai le président qui tiendra la promesse écologique. Je n'oublie pas que j'ai signé, il y a 5 ans, le pacte que Nicolas Hulot proposait alors aux candidats à l'élection présidentielle. Eh bien, pour moi, ce qui est signé est signé. Quand je signe quelque chose, je suis engagé et je veillerai donc.
en particulier à la protection de la biodiversité, des espèces, de la faune et de la flore, comme un bien précieux pour l'avenir de l'humanité. Je fixerai au gouvernement, en matière d'énergie, une feuille de route à l'horizon 2030, une triple exigence nécessaire: d'assurer la production électrique nécessaire en respectant à la lettre les injonctions de l'autorité de sûreté nucléaire que je proposerai de renforcer dans son indépendance. Je demanderai que la feuille de route s'engage à réduire continuellement, c'est probablement le point le plus important, que la feuille de route s'engage à réduire continuellement le recours aux énergies carbonées pour libérer la planète de l'explosion que représente la menace des gaz à effet de serre et le réchauffement qui s'ensuit. Et je demanderai qu'en particulier en matière de recherche, tout ce qui doit être fait soit fait pour développer au maximum les énergies renouvelables. Et sur tous ces sujets, j'organiserai un débat national où chacun des citoyens et des associations pourra s'exprimer. L'avenir de nos enfants, c'est l'école. L'avenir de nos enfants, c'est la protection de notre patrimoine environnemental. L'avenir de nos enfants, c'est enfin la réalisation du grand rêve européen. Alors je veux vous parler d'Europe. Permettez-moi d'observer au passage que c'est la seule salle dans tous les meetings que j'ai regardés ces temps-ci à la télévision où on est à la fois des drapeaux français et des drapeaux européens. Et des drapeaux bretons. Et des drapeaux occitans. Et catalans et basques, ils sont dans les cœurs s'ils ne sont pas flottants dans les airs. Et alsaciens, et corses. Alors je veux vous parler d'Europe pour vous dire ceci. Je n'aime rien tant que la liberté et la souveraineté. Je les aime dans ma vie personnelle. Je déteste me faire dicter mes choix. J'aime la souveraineté dans ma vie de citoyen et j'entends exercer à chaque élection ma part, comme la vôtre, de peuple souverain. J'aime la souveraineté et la liberté passionnément pour mon pays, que je veux indépendant chaque fois que possible. Et c'est la raison pour laquelle, vous vous en souvenez, je me suis opposé de toutes mes forces à la réintégration de la France dans le commandement opérationnel de l'OTAN. Parce que j'aime la liberté et la souveraineté. Mais j'aime la souveraineté réelle, pas la souveraineté apparente, qui est en réalité une absence de souveraineté, c'est-à-dire une dépendance. Et c'est pourquoi je suis européen. L'Europe n'est pas une construction artificielle. Elle vient, l'Europe, des profondeurs de l'histoire. Nous étions européens bien avant d'être français, allemands ou italiens. Les nations sont venues après l'Europe. Et nous partageons un magnifique héritage, le respect de la personne humaine, des langues proches, des valeurs en commun, des intérêts croisés.
Dans le monde où nous vivons, la souveraineté, si nous souhaitons l'exercer réellement, alors nous ne pouvons l'exercer qu'ensemble. Voilà l'idée de l'Union européenne. C'est une grande idée, simple, efficace, d'avant-garde pour nous, mais d'avant-garde pour le monde entier, où cette question des États trop petits pour exercer seuls la souveraineté qui fait entendre une voix respectée dans le monde, cette question va se poser sur tous les continents. Et nous, Union européenne, nous sommes l'avant-garde de ce grand mouvement qui va permettre, en rassemblant les pays, d'équilibrer les puissances dans le monde. Or, cette idée européenne, elle a été dévoyée sur un point précis, mais décisif. C'est l'absence de démocratie au sommet de ces institutions. Alors je dis cela en saluant le travail que fait le Parlement européen. Il y a un Parlement européen pour représenter les peuples, mais les autres institutions sont trop compliquées, trop labyrinthiques, et leurs dirigeants ne sont pas identifiés, ils sont inconnus, les citoyens ne les connaissent pas, ne les entendent pas, ne connaissent pas leurs idées, le débat ne peut pas avoir lieu. Je défendrai donc 3 nouvelles étapes pour l'Europe. Une étape politique, une étape financière et une étape économique. Je défendrai la démocratisation de l'Union européenne. Je défendrai la création d'un président pour l'Europe. Résultat, pour que l'Europe ait un visage auprès des Européens comme auprès du monde entier. Et ce président, il n'est même pas besoin de changer les institutions et les traités. Ce président devra assumer en même temps les 2 fonctions de président du Conseil et de président de la Commission européenne. Ainsi, une autorité stable et connue de tous sera mise en place, dont les citoyens entendront la voix et à qui, s'il le faut, car c'est ça aussi la démocratie, ils pourront demander des comptes. Je défendrai l'idée que ce président soit élu au suffrage des citoyens européens. Pour qu'il ait la légitimité de s'exprimer. Deuxième étape, je défendrai l'obligation d'équilibre des comptes publics, l'inscription de la règle d'or dans nos constitutions et une discipline collective de la gestion des finances. C'est pourquoi je soutiendrai l'idée de Jean Arthuis d'une vraie Cour des comptes européenne, par exemple des pouvoirs d'Eurostat, chargé en temps réel de faire la lumière sur la situation respective des partenaires européens et la création d'une commission des finances qui regroupera, pour que chacun soit parfaitement informé, les représentants des parlements nationaux en même temps que du Parlement européen. Troisième étape, je défendrai l'idée que l'Europe doit porter une stratégie économique au service de la croissance et de l'emploi. Une vraie stratégie d'investissement, une stratégie de recherche et d'innovation par la mobilisation de l'épargne européenne. Je proposerai
une stratégie de l'Europe face aux grands pays émergents, en particulier face à la Chine. Car il n'y a pas de concurrence qui vaille si cette concurrence n'est pas loyale. Je défendrai donc l'idée que cette Europe relégitimée sorte de la naïveté, ait enfin une stratégie face à ses partenaires et parle d'une seule voix. Je défendrai la loyauté et la réciprocité dans les échanges, par exemple en matière monétaire, par exemple en matière écologique. Car si nous interdisons des molécules, des pesticides ou des herbicides à nos producteurs sur le sol européen pour protéger la santé des consommateurs, alors il est obligatoire que nous vérifions que les produits que nous importons ne soient pas chargés des mêmes molécules de pesticides ou d'herbicides. Autrement, nous sommes absolument illogiques. Mais je voudrais vous dire enfin que je ne parlerai pas de l'Europe seulement comme d'une institution économique ou financière. Comme président de la République française et devant les citoyens français, j'en parlerai comme de l'une des plus grandes entreprises de l'histoire, qui concerne des centaines de millions de femmes et d'hommes, des dizaines de peuples, et dans laquelle ils peuvent mettre pour eux et pour leurs enfants leur foi et leur espérance. Je parlerai de l'Europe à mes concitoyens français avec affection. Ayant pris ces engagements devant vous, je propose ainsi au peuple français une stratégie pour sortir de l'impasse. Mais une telle stratégie ne vaut que si elle s'inscrit dans un horizon plus large, dans un vrai projet de société. Car le programme, ce n'est rien s'il n'y a pas la vision, s'il n'y a pas l'horizon, s'il n'y a pas le cap que l'on se fixe et vers lequel on va marcher. Je propose à la France un projet de société, celui de la France solidaire. La France solidaire, c'est d'abord une société soudée et apaisée. Je veux vous dire ceci, il est une montée des périls dans la société française, montée de l'intolérance, montée des violences, montée des trafics de toute nature. Au cœur de la société française, et particulièrement dans sa partie la plus fragile, sur les questions de religion, sur les questions d'origine, sur la couleur de la peau, les tensions montent sans cesse. J'ai assez réfléchi à cette histoire pour vous dire ceci. Faisons attention. Les guerres de religion ne sont jamais finies. Elles ne demandent qu'à se rallumer. Chaque fois qu'un pays va mal, les tensions montent au sein de ce pays et au sein de son peuple. Quand les gens ne vont pas bien, ils se mettent à regarder la différence d'un regard soupçonneux. Il faut plus de courage pour résister à ces passions que pour y succomber. Au XVIe siècle, dans les guerres de religion, il y avait les ligueurs d'un côté, du côté de l'affrontement, du côté de la détestation. Et il y avait de l'autre côté Henri de Navarre, qui plaidait
pour que l'on vive ensemble. Alors vous connaissez mon choix d'homme, mon choix de président. Je suis et je serai du côté d'Henri IV, c'est-à-dire du côté de ceux qui forcent la réconciliation, la tolérance et la compréhension réciproque. Comme président de la République française, je prends cet engagement. Je ne ménagerai aucun effort de sécurité, aucun effort de justice, aucun effort de compréhension et d'explication, aucun effort de calme, de refus de l'excitation pour que recule dans la société française la violence et l'intolérance. Sans trêve, je défendrai une idée directrice, une idée qui me servira de cap, une idée que je répéterai à tous les moments à ceux concitoyens qui forment le peuple français. Cette idée est celle-ci. Nous allons vivre ensemble, tous nos enfants, si différents, d'où qu'ils viennent, quels qu'ils soient chrétiens ou juifs ou musulmans ou autre chose, ou rien du tout, français en tout cas, tous français, ils sont français, et d'où qu'ils viennent et quels qu'ils soient, ils sont assis l'un à côté de l'autre sur les bancs de la même école. Et ils forment le même pays. Et si le pays va bien, ils iront bien tous. Et si le pays va mal, ils iront mal tous. Et pour que le pays aille bien, il convient qu'on les entraîne à s'entendre, à s'estimer et à se respecter. Et je n'oublierai pas en parlant de cette diversité, je n'oublierai pas de montrer aussi l'immense force qu'elle recèle en elle, l'esprit d'entreprise, le renouvellement, la jeunesse, l'envie de vivre, dès l'instant qu'on aura renoué les liens rompus, dès l'instant qu'on aura retrouvé le travail et qu'on aura rendu le goût du travail, de l'entreprise et de la confiance en eux-mêmes à ceux qui souvent ne le connaissent plus. Cet espoir-là, il exige de la compréhension, mais il exige tout autant de fermeté et d'intransigeance. Pour que la peur cède du terrain, la sécurité doit devenir proche au lieu d'être lointaine et inaccessible. C'est pourquoi, dans le domaine de la sécurité, avec le gouvernement, j'engagerai 3 mesures nouvelles. Je réimplanterai les forces de police dans les quartiers qui sont devenus zones de non-droit.
pour que la police ne soit pas ce qui vient de l'extérieur, mais ce qui est à l'intérieur. Je restaurerai l'État dans sa défense du droit et de ses services publics. Je nommerai dans chacun de ces quartiers devenus zones de non-droit un sous-préfet qui sera chargé de coordonner tous les services de l'État, qui sera l'interlocuteur des habitants et de leurs élus avec obligation de résidence dans le quartier pour qu'ils vivent la réalité de tous les jours des habitants et qu'il soit pour eux un interlocuteur quotidien. Enfin, je définirai pour le public le plus sensible, les jeunes, parfois les très jeunes mineurs. Non, là pour une fois, ce n'est pas vous. Je définirai pour les très jeunes mineurs qui glissent sur le chemin de la délinquance la réponse la plus rapide, la plus immédiate, par exemple sous forme de réparation. Je ne veux plus entendre des enfants utilisés par des bandes narguer les policiers débordés en leur disant « de toute façon, tu ne peux rien me faire, j'ai la loi pour moi ». Je veux qu'il y ait une réponse immédiate pour que ce soit une réponse éducative qui permette de reconstruire une personnalité qui est sur le point de dériver. Et je demanderai que soit mis en œuvre immédiatement un plan efficace de lutte contre les trafics d'armes. Tout le monde dit, c'est une vérité répandue partout, que les armes de guerre circulent librement depuis des années en France et particulièrement dans les quartiers. Apparemment, tout le monde s'en accommode, pas moi. Je dis que ceci n'est pas acceptable, parce que là se croisent les organisations du grand banditisme, des trafics de toute nature, et on vient de le voir, des dérives les plus horribles. Là aussi s'arme la folie. La lutte contre le trafic d'armes sera définie comme une priorité de l'action publique en France. Mais le plus grand enjeu du redressement, c'est de retrouver un mot très simple, mais qui est le mot clé, qui est le mot confiance. La confiance qui doit unir le peuple des citoyens et les dirigeants à qui il confie pour un moment la charge de le conduire. En France, vous le savez bien, la confiance s'est affaiblie. Ce qu'on entend quand les politiques parlent, c'est le « tous pareils » avec le haussement d'épaule qui l'accompagne. C'est la réponse type aux déclarations politiques dans notre pays. Je ne veux pas que ça dure, je n'accepte pas que la vie publique soit ainsi amputée de la confiance avec les citoyens. C'est pourquoi je réglerai de manière définitive la question de la moralisation de la vie publique française. Élu président de la République le 6 mai, j'organiserai le 10 juin, jour du premier tour de l'élection législative et en même temps que celle-ci, un référendum de moralisation de la vie publique en France. Je soumettrai aux Français directement les questions qui sont sans solution depuis tant d'années, alors que tout le monde, la main sur le cœur, s'accorde à leur apporter son soutien. Eh bien, nous mettrons un terme à cette irrésolution. Je mettrai fin au cumul des mandats pour les députés et je le limiterai pour les sénateurs.
J'obligerai les parlementaires à siéger effectivement dans leur assemblée en décidant qu'ils ne pourront pas voter sans être présents et que tous leurs votes seront publics. Je modifierai le mode de scrutin des députés pour qu'enfin tous les courants d'opinion puissent être représentés au Parlement dès l'instant qu'ils auront franchi le seuil de représentativité. Je réduirai le nombre des députés à 400 et aussi le nombre des sénateurs. Je réduirai le nombre parce qu'il faut qu'il soit clair aux yeux de tous que si l'État demande aux citoyens des sacrifices et des efforts, il faut que ces sacrifices et ces efforts soient aussi ceux que s'oblige à respecter le monde du pouvoir. Je reconnaîtrai le vote blanc comme un suffrage exprimé à toutes les élections. Parce qu'un citoyen qui va voter, s'il ne trouve pas dans les candidatures qu'on lui offre une candidature qui lui va, qui lui convient, et s'il, cependant, il exprime son vote, ce vote mérite d'être respecté. Il est aussi respectable que tous les autres. Je renforcerai l'obligation de parité pour que l'on sorte enfin de cette anomalie honteuse qui met la France à la 61e place parmi les pays du monde pour la place des femmes dans la vie publique. Je mettrai fin aux dérives du financement de la vie publique en supprimant la myriade de micro-partis individuels ou de complaisance qui sont là pour tourner la loi. J'interdirai le mélange des intérêts privés et de l'intérêt public. Le référendum instituera une autorité de déontologie dans la vie publique qui pourra être saisie directement par les citoyens et j'empêcherai le retour dans la vie publique avant une période de 10 ans des élus qui ont été condamnés pour corruption. Le référendum rendra intangible et protégera pour l'avenir l'indépendance de la justice. Cette indépendance sera garantie par un nouveau statut pour le garde des Sceaux dont la nomination devra être approuvée par une majorité renforcée du Parlement, c'est-à-dire qui devra recevoir un accord conjoint de la majorité et de l'opposition pour être le représentant de l'indépendance de la justice dans nos institutions. Je protégerai et serai le garant de l'indépendance des médias. Je mettrai en particulier un terme à la procédure scandaleuse qui fait de la nomination des présidents de l'audiovisuel public l'apanage personnel du chef de l'État. Ça n'est pas normal et ça n'est pas juste.
Ça n'est pas normal et ça n'est pas juste parce que l'audiovisuel public n'appartient pas à l'État, encore moins au pouvoir. Il appartient à tous les téléspectateurs et spectateurs qui paient la redevance. Voilà comment. Voilà comment. Voilà comment. Voilà comment. Voilà comment, en 4 semaines et un dimanche, la démocratie française réglera des questions pendantes depuis des décennies, des questions dans lesquelles elle s'enlise. Voilà comment, en 4 semaines et un dimanche, la démocratie française prendra un nouveau visage. Cet espoir, cet espoir dont je suis venu vous parler, c'est un espoir de renouveau. Ce que je propose à notre pays, c'est de se redresser, mais cela passera par un profond changement des esprits et par la volonté politique de la nation. Parce que tout cela, et vous le voyez bien, ne peut se faire par les voies classiques, traditionnelles, usées jusqu'à la corde de la politique française, comme elle fonctionne depuis des décennies. Je veux vous le dire franchement, la réussite de ce changement serait impossible avec une réélection du président sortant et de la majorité en place. Ils ont heurté profondément les Français au cours de ces années, par l'injustice et par l'esprit de clan. Ils ont opposé les Français les uns aux autres. Ils n'obtiendront pas le soutien nécessaire au redressement. Et la réussite de ce changement est impossible avec l'élection de François Hollande et d'une majorité de gauche. Le programme insoutenable adopté, à ma grande surprise, je dois le dire, par le Parti socialiste, la surenchère déboussolée de ses partenaires, les attentes démesurées qu'ils ont fait naître, tout cela rendrait impossible l'œuvre de redressement. Ils perdraient en quelques semaines le soutien nécessaire. Je le dis devant vous. Vous vous souvenez de 2007. J'ai dit aux Français en 2007, sans précaution, sans habileté, où les conduirait la course effrénée vers le déficit et la dette. Je n'ai pas mis des peut-être et des conditionnels. J'ai dit avec gravité, tout au long de cette campagne, ce que je ressentais comme grave. Le monde politique, naturellement, a ignoré ces avertissements et poursuivi son chemin. Aujourd'hui, je vous le dis avec la même certitude, aucun des programmes, aucune des attitudes des 2 candidats favoris, aucune de leurs majorités ne peut permettre au pays de s'en sortir. L'un ignore les risques en prétendant que les économies c'est fini et l'autre les aggrave de plusieurs dizaines de milliards annuellement. Tous les 2 truquent leurs chiffres en parfaite connaissance de cause, en présentant des prévisions de croissance dont ils savent tous les 2 qu'elles sont absolument fallacieuses.
Quand on doit affronter la situation que la France va devoir affronter, il n'est qu'une chose à faire, une seule, celle qu'elle a toujours choisie dans son histoire. Quand les circonstances sont exceptionnelles, il faut une démarche politique exceptionnelle. Devant un défi national, il faut une union nationale. Lorsque le général de Gaulle fut investi de cette charge dans des circonstances de semblable gravité, il n'avait pas de force parlementaire. Il convia donc à participer au redressement les 4 forces principales et disons modérées du pays, les gaullistes, le centre, la droite et la gauche, hors des extrêmes. Alors je ne suis pas le général de Gaulle, Dieu sait, mais la France est dans le même état. Et la guerre d'Algérie mise à part, peut-être est-elle dans un état plus inquiétant encore. Le redressement va demander un effort soutenu, de rigueur, de sérieux, de persévérance, d'enthousiasme, de compréhension des enjeux du monde, de force de conviction européenne. Cet effort impose un gouvernement qui dépasse la droite et la gauche. C'est ce gouvernement que je formerai. Il sera peu nombreux, moins de 20 ministres. Il sera fondé sur la compétence et le désintéressement. Ses membres devront prendre l'engagement d'être et de demeurer ensemble pour redresser le pays. L'expérience de la société civile y tiendra autant de place que la politique. C'est le choix qu'a fait Mario Monti dans des circonstances extrêmement différentes, parce que sans élection présidentielle pour soutenir une telle volonté, c'est le choix qu'a fait Mario Monti, dont les premiers mois donnent à espérer à tous ceux qui aiment l'Italie. Et donc, calendrier de cette action. Le 10 juin, jour du premier tour des élections législatives, les Français voteront par référendum la loi de moralisation de notre démocratie. Le 17 juin, les Français donneront une majorité à cette œuvre de redressement et d'unité nationale. Avant le 14 juillet, le gouvernement préparera une loi de finances rectificative qui portera en particulier sur des économies dans le fonctionnement de l'État, la création d'un point de TVA et l'abaissement des niches fiscales. Avant le 14 juillet, il créera la possibilité d'un emploi sans charge pour toutes les entreprises de moins de 50 salariés. Avant le 14 juillet, je mettrai en place le commissariat aux stratégies de production et je lancerai la réflexion, filière par filière, avec les entreprises, les représentants des salariés et tous les acteurs du financement de l'économie. Exceptionnellement en 2012, il n'y aura pas de vacances parlementaires et le Parlement siégera pendant tout l'été. Le Parlement là, c'est les députés et les futurs députés qui m'en veulent, mais nous allons résister à la pression. Le Parlement, pendant la session extraordinaire, préparera une loi cadre sur le produire en France et se prononcera sur un texte portant diverses mesures d'urgence, en particulier
la suppression de toute caution pour les locataires et la création d'une mutuelle obligatoire pour les risques locatifs. Et dans le domaine de la santé, la mise en place de l'autorité indépendante chargée de l'alerte quand des citoyens ou des associations repèrent des signes d'inquiétude sur des médicaments ou des pathologies. Durant l'été, quand je parle de cette autorité indépendante chargée de l'alerte, je me dis que si elle avait existé, le drame de l'amiante ne se serait pas déroulé dans notre pays de cette manière et on aurait évité des dizaines de milliers de morts. Durant l'été, je lancerai le Grenelle de l'éducation dont les conclusions me seront rendues avant la fin de l'année 2012. À l'automne, après discussion approfondie avec les partenaires sociaux, un grand projet de loi sociale sera débattu au Parlement en même temps que le projet de financement de la sécurité sociale. Il permettra, entre autres, la participation des salariés au conseil d'administration et au comité de rémunération des entreprises. La loi visera, si le Parlement m'écoute, à limiter le recours au CDD et au temps partiel abusif et à supprimer les freins à la création d'emplois. Je proposerai que soit soumis aux partenaires sociaux l'idée d'un contrat de travail unique fondé sur une consolidation progressive des droits. Branche par branche, je demanderai aux partenaires sociaux que soient examinées des propositions adaptées et nouvelles, notamment en matière d'amélioration de l'intéressement et de la participation, afin d'augmenter le pouvoir d'achat des salariés. Durant cette session parlementaire, le gouvernement soumettra également au Parlement une loi sur la presse qui traitera de l'indépendance des médias, particulièrement des médias publics, de la protection des sources, des droits et des devoirs des journalistes. Pour soutenir les associations et reconnaître leur rôle irremplaçable dans la société, j'ouvrirai la possibilité de bourses d'engagement offertes en contrepartie d'un engagement de jeunes ou de seniors, la validation des acquis de l'expérience et je définirai un cadre juridique de l'emploi bénévole. Au sein du gouvernement, j'aurai mis en place un ministère de l'égalité chargé de lutter contre toutes les discriminations et contre toutes les disparités. Et avant la fin de l'année 2012, qui fera voter une loi sur l'égalité hommes-femmes, qui traitera de la parité en politique, de l'égalité salariale et de la lutte contre les violences conjugales. Et donc, dès la fin de 2012, le paysage de la France aura changé. Et j'espère, à l'intérieur de la société française, la confiance sera revenue. Les conditions du redressement seront donc réunies. Voilà l'espoir pour notre pays. Voilà le renouveau. Ceci est mon combat. Et pour cela, on aura besoin de tous les Français qui partageront la même lucidité et la même volonté. Des Français de droite et des Français de gauche et des Français du centre et de tous ceux qui ne sont pas étiquetés. Car on aura besoin des valeurs des uns et des valeurs des autres. Je veux finir sur cette idée. Il est des valeurs de gauche que j'aime et dont la France aura besoin. La générosité, le partage, l'attention aux plus faibles.
Il est des valeurs de droite que j'aime et dont la France aura besoin. L'esprit d'entreprise, l'effort, la fierté nationale. Et le centre à ces valeurs dont on aura besoin. La solidarité, l'esprit de justice, l'idéal européen. Et quand je parle de ces valeurs, il est une chose qui me frappe. Toutes sont compatibles entre elles, car elles se rejoignent par le haut. C'est le sectarisme qui les a rendues incompatibles. Eh bien, le temps n'est plus au sectarisme. Nous allons combattre le sectarisme. L'œuvre historique qui nous attend exige que les forces du peuple français soient réunies, au moins pendant 5 ans, pour éteindre l'incendie et rebâtir la maison. Je serai le président de ce courage, je serai le président de ce rassemblement, je serai pour vous et avec vous, pour les Français rassemblés, le président de cet espoir.